Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce dernier webinaire sur la RSE. Géraldine est là, comme vous le voyez, et on va patienter quelques minutes pour ceux qui auraient un peu de retard et faire en sorte que tout le monde puisse profiter du début de ce webinaire. Donc voilà, on se met en mode silence avec Géraldine et on reprend la parole vers 11h02, 11h03. À tout de suite. Allez, on va débuter ce webinaire un peu particulier, puisque c'est le dernier. Mine de rien, il y a eu une série de 6 webinaires. Donc moi, je me présente, hein, je suis Ambroise, je suis chargé de communication pour la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grande-Aquitaine. Et en effet, la présidente Gladys Toyer a décidé de faire de son cette seconde partie de son mandat, eh bien, la thématique de la RSE soit centrale. Et donc, dans les actions que l'on propose, il y a notamment ces webinaires qui vous sont proposés gratuitement et qui sont dans l'idée de vous sensibiliser à ces sujets qu'on sait pour la profession ultra importants. Il y a eu 3 premiers webinaires sur lesquels on a pu s'intéresser à comment votre cabinet peut entamer une démarche RSE. Et là, pour les 3 suivants, dont celui-ci est le dernier, eh bien, on se concentre plutôt sur eh bien, les prestations. Ça veut dire comment vous pouvez développer votre activité de commissaire aux comptes autour de la RSE. Donc là, on va attaquer voilà, ce dernier format avec Géraldine, hein, qui est avec nous depuis le départ. Je vais lui laisser la parole. On a 1 heure devant nous. On s'est prévu jusqu'à midi. Dans l'idée, on se laisse 10-15 minutes à la fin pour des questions. Pour autant, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Si je vois que certaines questions méritent d'être posées pendant l'intervention, on va dire, de Géraldine, je prendrai la parole. Puis si c'est des questions qui peuvent attendre la fin, bah, je reprendrai le fil de vos questions à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions. Je reste connecté et j'en prends connaissance au fur et à mesure. Géraldine, bonjour et je te donne la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup Ambroise. Merci pour cette introduction. Donc, écoutez, je vous souhaite déjà la bienvenue pour ce 6e et dernier webinaire qui va être donc consacré aux sociétés à mission et à l'audit des sociétés à mission. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Géraldine Carbouche, je suis basée dans le sud de la France, à Montpellier, et je suis consultante en RSE. Donc, j'accompagne les entreprises dans la mise en place
une stratégie de développement durable. Et puis, deuxième volet, c'est également tout ce qui est conseil et accompagnement au développement d'offres et d'innovations responsables, c'est-à-dire éco et socio-conçues. Donc, pour ce dernier webinaire, on va aborder la société à mission, qui est un statut assez récent et qui est un statut qui se développe beaucoup depuis 2019. Les sociétés à mission, elles émanent de la loi Pacte. Donc la loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Ce plan a été lancé en octobre 2017 et a été élaboré en concertation avec les entreprises, les élus, les syndicats et la société civile, puisqu'il y a une grande consultation en ligne qui avait été lancée, parce qu'il y a peut-être répondu, qui avait été lancée donc pour recueillir les propositions des Français. La loi Pacte a été promulguée le 22 mai 2019. Cette loi Pacte, elle vise à accompagner l'entreprise dans l'ensemble de son cycle de vie, de la création, en passant par les phases de croissance, de développement et de financement, et jusqu'à la transmission des entreprises. Et la loi Pacte, elle intègre également un objectif qui est un objectif de partage de la valeur créée par les entreprises avec les salariés, et elle permet également aux entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans leurs activités et dans leurs stratégies. Alors, la loi Pacte présente plusieurs mesures emblématiques, une mesure permettant de défendre les entreprises stratégiques, d'autoriser l'échec pour mieux rebondir, le fameux droit à l'échec dont vous avez certainement entendu parler, de simplifier la création d'entreprises avec la mise en place notamment du guichet unique, d'essayer de favoriser le financement de la croissance des entreprises, de faire grandir ces entreprises. On a beaucoup entendu parler des gazelles, puis des licornes, et la volonté effectivement de voir émerger de plus en plus d'ETI sur le territoire national, de faciliter également la transmission des entreprises, d'innover bien évidemment et d'anticiper l'avenir et de récompenser le travail des salariés, et enfin, là c'est ce qui nous concerne plus particulièrement avec les sociétés à mission, de redéfinir la raison d'être des entreprises. Alors, 51% des Français considèrent qu'une entreprise doit être utile à la société dans son ensemble, bien avant son utilité pour les clients, pour les collaborateurs, pour ses actionnaires. Donc, jusqu'à présent, la définition de l'entreprise ne reconnaissait pas cette notion d'intérêt social et d'intérêt général, et n'incitait pas les entreprises à s'interroger sur leur finalité, sur leur raison d'être. C'est ce que la loi Pacte a pu introduire avec la création de ce statut de société à mission qui doit déclarer une raison d'être et associer à cette raison d'être un ensemble d'objectifs qui soient à la fois des objectifs sociaux et ou environnementaux. L'article 1833 du Code civil donc a été modifié pour consacrer cette notion jurisprudentielle d'intérêt social, et donc pour affirmer la nécessité pour les entreprises de prendre donc en considération ces enjeux sociaux et environnementaux. Et effectivement, chaque dirigeant est amené à s'interroger justement sur ces enjeux à l'occasion de l'ensemble de ces décisions de gestion. Et ainsi, l'article 1833 du Code civil, qui stipulait que les sociétés étaient constituées dans l'intérêt commun des associés en vue d'en partager les bénéfices, se transforme en la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Alors, les principaux textes de loi sur effectivement les sociétés à mission, donc c'est bien sûr la loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019, qui est relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui a été complétée le 2 janvier 2020 par un décret qui est relatif à la mise en place donc, du statut de société à mission, et puis par un arrêté le 27 mai 2021 qui, lui, vous concerne directement puisqu'il se réfère aux modalités selon lesquelles les organismes tiers indépendants vont être chargés de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions des objectifs sociaux et environnementaux qui sont donc dans les statuts de ces sociétés à mission. Donc, la loi Pacte, elle introduit en fait 3 niveaux. Donc, le premier étage de la fusée qui est effectivement de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans l'activité de son entreprise. Un second niveau où il est possible effectivement d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts, et ça, c'est une démarche volontaire. Et puis, donc, dernier étage de la fusée, la possibilité d'adopter ce statut d'entreprise à mission. Alors, les sociétés à mission se définissent par leur raison d'être. Alors, par la raison d'être, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, la raison d'être, ça prend la forme d'une phrase ou d'un petit paragraphe qui, à la fois, détermine l'identité de l'entreprise, sa mission et sa contribution aux enjeux de développement durable, enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Et cette raison d'être s'inscrit dans une vision long terme et dans une ambition d'intérêt général. Elle constitue donc une ligne directrice importante de la stratégie de l'entreprise. Alors, quelques règles pour qu'une entreprise définisse de façon pertinente sa raison d'être. C'est d'une part d'établir un comité de pilotage pour définir cette raison d'être. C'est d'associer, dans la mesure du possible, un maximum de parties prenantes de l'entreprise. C'est d'intégrer également dans cette démarche les collaborateurs par une approche top-down ou une approche bottom-up. C'est de recenser bien évidemment l'existant des raisons d'être. C'est bien évidemment pas question de reprendre la raison d'être de son concurrent ou de s'en approcher, de trop s'en approcher. Et puis, alors là, c'est la difficulté de définir une raison d'être, c'est d'être à la fois ni trop large, ni trop précis. Cette raison d'être, ensuite, elle va être déclinée en objectifs. Et bien évidemment ensuite en objectifs statutaires et en objectifs opérationnels. Donc la raison d'être, elle interroge pourquoi l'utilité de son entreprise, elle interroge bien évidemment le comment, quel est le modèle d'affaires que je vais développer pour déployer cette raison d'être, et le quoi, donc au travers d'objectifs opérationnels et d'une proposition de valeur. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples de raisons d'être pour vous donner pour illustrer un petit peu cette raison d'être. Alors, je vous ai mis les logos des sociétés. Donc, ces sociétés sont toutes des sociétés qui ont adopté une raison d'être. Donc, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, par exemple, qui est la raison d'être de Danone, qui est une des premières qui a adopté ce statut multinational, qui a adopté ce statut d'entreprise, de société à mission, qui est très connue effectivement pour son engagement RSE, au travers du travail notamment d'Emmanuel Faber, dont vous avez certainement entendu parler. Et une autre raison d'être, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Là, je vous laisse deviner qui ça peut être. Là, on est vraiment dans une raison d'être un peu large, de mon point de vue. En fait, c'est la raison d'être du Crédit Agricole, mais il pourrait effectivement s'appliquer à l'ensemble des sociétés, des sociétés de cette slide. Protéger et agir pour un futur serein, ça c'est la raison d'être, vous l'aurez deviné, d'AXA. On aurait dû faire un petit quiz d'ailleurs. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Michelin, qui est également une entreprise, un fleuron français très investi en matière de développement durable, qui notamment a développé des produits
intégrant beaucoup d'éco-conception et qui est également un pionnier dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Michelin ne vend plus de pneus, il vend des kilomètres de pneus, donc un usage. Et puis, un dernier exemple de raison d'être, qui est un peu plus complexe, c'est au service de tous, utile à chacun, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. C'est bien évidemment la Poste qui utilise cette raison d'être, et puis une raison d'être qui est évidente, voilà, qui est celle de Decathlon, c'est rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessibles au plus grand nombre. Voilà quelques exemples de raisons d'être. Alors, la société à mission, à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, elle s'adresse absolument à toutes les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, et à partir du moment, bien évidemment, où elles vont répondre aux critères de la société à mission. Donc, toutes les entreprises, même les micro-entreprises, peuvent intégrer une raison d'être dans leur statut. Pourquoi adopter un statut de société à mission? Eh bien, en premier lieu, c'est pour donner un sens à l'activité de l'entreprise. C'est également une possibilité, enfin, une opportunité de fédérer aussi les parties prenantes, internes et externes, avec les collaborateurs notamment, autour d'un objectif et d'une ambition commune. C'est également le moyen de se fixer un cap, d'interroger sa finalité, sa culture d'entreprise et d'inscrire effectivement cette raison d'être et ces stratégies sur un temps long. C'est également un moyen d'enrichir sa gouvernance, on le verra tout à l'heure, puisqu'il y a des obligations de mettre en place un comité de mission. Bien évidemment, l'adoption d'un statut de société à mission permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise et puis sa marque employeur. Et puis également, c'est un moyen pour une entreprise de se protéger contre d'éventuels rachats hostiles avec l'impossibilité ou la difficulté effectivement à s'écarter de la raison d'être et des objectifs de l'entreprise. Alors, comment devenir société à mission? Eh bien, la première étape, c'est de modifier les statuts de l'entreprise et de déclarer ces nouveaux statuts au greffe. Ces statuts doivent préciser de façon obligatoire un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux que donc l'entreprise va se donner pour mission de poursuivre, d'atteindre. Ces statuts doivent être accompagnés des modalités de suivi de l'exécution de ces missions. Dans le cadre d'une entreprise de plus de 50 salariés, il y a une obligation à créer un comité de mission dont le rôle, on verra un peu plus en détail, le rôle global est de contrôler, de vérifier qu'il y a bien une adéquation entre la raison d'être et les pratiques quotidiennes de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise de moins de 50 salariés, un seul référent peut être désigné avec effectivement le même rôle que celui du comité de mission. Et puis enfin, les sociétés qui souhaiteraient adopter ce nouveau statut devront faire l'objet d'une vérification de l'exécution de leurs objectifs par un organisme tiers indépendant. On reparlera tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne le comité de mission et sa composition, eh bien, déjà, cet organe est totalement distinct des organes sociaux de l'entreprise. Il doit au moins comporter un salarié de la société et il peut bien évidemment aussi intégrer des membres internes mais aussi externes. Aujourd'hui, près de 80% des comités de mission impliquent des parties prenantes externes avec des profils très variés. Il peut s'agir de chercheurs, d'experts, de clients, de prestataires, voire même de représentants de la société civile, comme des associations, ONG, etc.
Le mandat, le nombre de personnes dans le comité, la typologie des membres, le nombre de réunions annuelles, la fréquence des réunions, voilà, est laissé à la liberté de chaque entreprise. Il y a une étude qui a été faite par, par la communauté des entreprises à mission et sur les entreprises, les sociétés à mission existantes. Voilà, les mandats des membres du comité varient de 1 à 3 ans, renouvelables. La fréquence des réunions s'établit à 2 à 4 réunions annuelles et on a en moyenne entre 6 à 8 membres dans les comités de mission. Et là, j'attire simplement votre attention sur aussi le regard que vous devez poser sur la parité homme-femme dans ces comités de mission. Alors, quel est le rôle du comité de mission? Alors, le comité de mission, son rôle principal, c'est de produire un rapport de mission qui va accompagner le rapport de gestion de l'entreprise et qui, voilà, de suivre bien évidemment aussi l'exécution de la mission d'entreprise et d'être en charge de la déclinaison sous forme d'action de la mission. Le comité de mission peut procéder à toute vérification qu'il juge pertinente et peut demander effectivement à ce qu'on lui communique tout document qui sera nécessaire au suivi de l'exécution de la mission de l'entreprise. Il peut demander d'instruire à la demande de l'entreprise tous sujets clés qui seront pertinents effectivement pour la mission de l'entreprise. Et puis bien évidemment, à l'inverse, il peut être aussi mobilisé par le conseil d'administration sur un sujet particulier pour fournir des observations et un regard éclairé sur un projet, par exemple, un nouveau projet. Voilà un petit peu sur la composition de ce comité de mission. Je voudrais faire voilà, parler un petit peu des sociétés à mission versus sociétés qui ont entamé une démarche de responsabilité sociale voilà, en essayant de voir quelles sont les complémentarités et les différences entre ces deux types d'approches. Alors, dans les sociétés à mission, comme les sociétés qui ont entamé une démarche, qui suivent une démarche de responsabilité sociétale eh bien, elles sont toutes deux liées par la capacité de transformation de la société et elles endossent toutes deux cette responsabilité élargie à la société et à l'écosystème de façon plus générale. Dans les deux cas également, la performance économique n'est pas au cœur de l'entreprise et on parle de performance plus globale en intégrant effectivement cette performance économique qui est importante, mais également la performance en matière de développement durable. La différence, c'est que la société à mission, elle va définir son utilité par rapport à la société et par rapport à son environnement, alors que la RSE, dans le cadre de la RSE, elle a une approche beaucoup plus technique en formalisant et en structurant son activité, son organisation, de manière à répondre, à exercer ses activités de la manière la plus responsable possible. La société à mission, effectivement, ce statut procure, comme je le disais tout à l'heure, plus de protection avec des missions qui sont juridiquement opposables à l'entreprise et à des tiers, ce qui n'est pas le cas pour des entreprises qui ont une politique de RSE. Et puis, la société à mission présente un caractère plus global et voilà, plus transformant que dans le cas d'entreprises RSE. La société à mission, dans la société à mission, vous avez bien compris qu'il y a une obligation effectivement à intégrer un comité de mission, donc d'intégrer entre guillemets le développement durable dans la gouvernance. Il n'y a pas d'obligation dans le cadre de la RSE, même si la plupart des entreprises qui ont une démarche RSE ont un comité RSE qu'elles consultent régulièrement.
Une différence majeure et qui nous concerne, c'est qu'effectivement, une entreprise qui a mis en place une démarche RSE n'a pas l'obligation d'être auditée, sauf dans le cas où effectivement où elle répond aux critères de la DPEF ou futur reporting CSRD. Voilà, la démarche RSE est une démarche beaucoup plus technique, beaucoup plus structurée et standardisée. Et puis la différence également, c'est que la société à mission, c'est un modèle qui est un modèle purement franco-français, donc qui est reconnu uniquement dans les frontières nationales, ce qui n'est pas le cas effectivement dans la RSE, avec notamment des labels internationaux ou les standards internationaux qui sont utilisés. Notre point de différence, de synergie, c'est que la mise en place d'une politique RSE, ce n'est pas du tout un prérequis pour obtenir cette qualité de société à mission. Les deux démarches peuvent être mises en place et suivies de façon concomitante et s'articuler et se renforcer. Et c'est vrai que avoir effectivement ces deux missions, c'est un socle qui soutient à la fois la mission et qui soutient également, je dirais, la démarche, la crédibilité de la démarche. Donc, comme et puis, effectivement, comme je le disais également, la société à mission, cadre porteur et protecteur pour la RSE. Donc, en fait, je dirais que le cas idéal, c'est d'avoir une démarche RSE et d'être société à mission, puisque ces deux cadres se nourrissent et se renforcent l'un et l'autre. Et autre point qui est aussi important, c'est pas parce qu'on a mis en place une démarche RSE qu'on devient de fait une société à mission. Donc, dans le cadre des inscriptions obligatoires statutaires, mettre sa politique RSE ne rend pas, ne vous intègre pas comme une société à mission, et ça ne rend pas non plus caduque l'inscription dans les statuts. Alors maintenant, quelques données chiffrées sur ces sociétés à mission. Alors ces sociétés à mission, donc elles ont été créées en 2019. Il y avait 17 sociétés à mission en 2019. Vous voyez que le nombre de sociétés qui adoptent ce statut est en progression quasi exponentielle, hein, puisqu'on était à la fin 2022 à près de 1000 entreprises qui avaient adopté ce statut de société à mission. La répartition géographique, elle est assez classique, hein, la moitié à peu près des entreprises, de ces entreprises qui ont adopté ce statut se trouvent en région Île-de-France. Il n'y a pas voilà, une disparité d'une région à l'autre. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est que jusqu'à présent, cette adoption de ce statut concernait plutôt les petites entreprises, hein, puisque 80% des sociétés à mission ont moins de 50 salariés, mais qu'on constate depuis les 2 dernières années un attrait de plus en plus important pour les ETI et pour les grandes entreprises. Près de 80% des entreprises, des sociétés à mission opèrent dans le secteur des services. Et ce sont des entreprises plutôt jeunes, puisque près de 3/4 de ces entreprises ont été créées après 2010. Et puis, donc 10% de ces entreprises ont un label RSE, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, elles n'ont pas une politique ou une stratégie RSE. Le secteur de la tech représente 10% des sociétés à mission, suivi par le secteur de la finance et de l'assurance, et puis de l'immobilier et de la construction, et puis un peu plus loin, du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Au 31 juillet de cette année, on enregistrait 1238 sociétés à mission, et l'objectif de la communauté des sociétés à mission, c'est d'atteindre 10 000 sociétés à mission à l'horizon 2025. Donc, il y a encore pas mal de marge de progression. Alors maintenant, on va aborder le sujet de Géraldine, oui. je me permets une question
que je souhaite te transmettre. Oui. David nous demande, une société à mission pourra-t-elle être auditée par un commissaire aux comptes formé qui signerait les rapports de durabilité des autres sociétés? Ben, on va en parler un peu plus loin. OK. On en parle un peu plus loin. Il y a une slide qui effectivement qui peut auditer et comment ça se passe. Voilà. C'est un point qu'on va aborder un peu plus tard. D'autres questions peut-être, Ambroise, ou je continue? Non, il y avait juste cette question-là, donc que tu pourras aborder par D'accord. la suite. Voilà, je vais pouvoir apporter les réponses dans la suite de la présentation. Alors, ce que dit la loi sur les sociétés à mission et sur l'audit des sociétés à mission, c'est que cet organisme tiers indépendante doit réaliser les diligences suivantes. D'une part, faire l'examen de l'ensemble des documents qui sont pertinents pour former son avis, et notamment, bien évidemment, les rapports annuels des comités de mission. C'est bien évidemment un entretien avec le comité de mission ou le référent dans le cas d'une entreprise de moins de 50 salariés voilà, et qui va pouvoir aider l'OTI à apprécier l'exécution du ou des objectifs qui sont poursuivis. Et puis, éventuellement, il peut y avoir des entretiens également avec les parties prenantes. Bien évidemment aussi des entretiens avec l'organe qui est en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute ses objectifs, les actions qui sont menées, les moyens qui sont affectés à ces actions, quels sont les référentiels qui sont utilisés par l'entreprise, les normes, les labels sectoriels qui peuvent crédibiliser effectivement la démarche de cette société à mission. Et puis, bien évidemment, l'OTI devra être à même de pouvoir identifier l'existence d'objectifs opérationnels, l'existence d'indicateurs de suivi, pour vérifier bien évidemment si les objectifs statutaires, les objectifs opérationnels ont été atteints. Et bien évidemment, dans le cas échéant, il pourra examiner par échantillonnage les procédures de mesure, les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle de l'ensemble des informations et éventuellement réaliser des tests de détail s'il y a lieu par des vérifications sur site. Voilà ce que dit la loi sur l'audit des sociétés à mission. Alors, en ce qui concerne la fréquence de ces audits, eh bien, la vérification des objectifs statutaires, elle se fera tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés. La première vérification, elle devra avoir lieu 18 mois après la publication de la déclaration de la qualité de société à mission pour les entreprises de 50 salariés, de plus de 50 salariés, et ce délai est étendu à 24 mois pour les entreprises de plus petite taille, donc les entreprises de moins de 50 salariés. Cette première vérification, elle aura lieu aussi 18 mois après la date de modification des statuts pour les mutuelles, les unions, les fédérations, les coopératives de plus de 50 salariés. Et ce délai est étendu à 24 mois pour ces mêmes organisations qui compteraient moins de 50 salariés. Alors, qui peut auditer? Donc là, je vais essayer de répondre à la question de David. Alors, ce sont les organismes tiers indépendants qui pourraient être amenés à auditer les sociétés à mission. Ils sont désignés par les organismes accrédités par le COFRAC ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatérale. Donc aujourd'hui, il y a une obligation effectivement à être accrédité COFRAC pour auditer ces sociétés à mission. Alors, effectivement, pour les OTI qui feraient déjà de l'audit de déclaration de performance extra-financière, il y a la possibilité effectivement de demander une extension de l'accréditation pour la vérification, la certification des sociétés à mission. L'OTI, il est désigné par l'organe en charge de la gestion, effectivement pour une durée qui ne peut excéder 6 exercices.
Et effectivement, un des points qui peut être intéressant, c'est être soi-même, entamer soi-même une démarche pour devenir société à mission, ce qui crédibilisera bien évidemment le travail de l'auditeur avec cette expérience et cette bonne compréhension du fonctionnement d'une société à mission. Donc oui, voilà, les commissaires aux comptes pourront… voilà. Alors, il y a des choses qui sont un peu, effectivement, on a parlé de la CSRD la semaine dernière. Les commissaires aux comptes seront exemptés d'accréditation COFRAC pour réaliser effectivement les audits, les audits extra-financiers pour la CSRD. Et pour le coup, effectivement, ce sont des audits, les audits de reporting CSRD, ce sont des audits qui sont très complexes, beaucoup plus complexes qu'une société à mission. Voilà, comment tout cela va évoluer, sachant que ce que j'ai appris la semaine dernière, c'est que pour ceux qui voudraient auditer des données de durabilité, une formation de 90 heures sera requise. Voilà, comment tout ça va évoluer, il y aurait une logique à ce que les CAC puissent auditer les sociétés à mission. On verra comment tout ça va évoluer. Vous avez peut-être plus d'informations là-dessus. J'ai essayé de faire quelques petites recherches sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de pistes a priori, enfin voilà, sur cette problématique. Alors, en termes de méthodologie, alors, il y a un guide méthodologique de référence qui a été construit. C'est la communauté des entreprises à mission qui donc a monté un groupe de travail et qui réunissent des OTI et des chercheurs et ils ont réalisé en fait des audits, ils ont expérimenté des audits blancs sur des sociétés à mission existantes. Et ces travaux ont été menés en collaboration également avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et également l'AFNOR. Et donc, on a abouti à un guide méthodologique que vous pouvez consulter sur Internet. Si vous allez sur le site de la communauté des entreprises à mission, vous trouverez facilement ce guide que je vous invite à découvrir dans le détail. Alors, la méthodologie, elle se décline en 4 principales étapes. Une étape de prise de connaissance de l'entité et du rapport du comité de mission. Une étape de vérification de la cohérence de la mission avec une modélisation de la mission, on en parlera un petit peu plus tard. Une analyse du rôle du comité de mission et de son fonctionnement. Et puis, dernière étape, la vérification de l'exécution de la mission. Excusez-moi, je vais boire une petite gorgée. Qui permettra effectivement à l'OTI de formuler un avis par objectif statutaire. Alors, la prise de connaissance, la première étape, l'étape 1, se fait bien évidemment avec des entretiens avec le comité de mission, avec la gouvernance de l'entreprise, en interrogeant éventuellement des parties prenantes, et moi je recommande d'interroger également des salariés, par la prise de connaissance du rapport de mission. Ce rapport de mission doit comporter à minima une présentation générale de l'entreprise, une présentation de la mission, la composition et le fonctionnement du comité de mission, la présentation du modèle de mission, on va parler tout à l'heure, et puis l'appréciation du comité de mission structuré selon le modèle qui a été défini auparavant, et ceci pour chaque objectif statutaire, avec effectivement une appréciation de la pertinence et de l'ambition des objectifs statutaires et opérationnels qui sont associés, et avec un avis bien évidemment aussi sur l'atteinte des résultats, une donnée sur l'atteinte des résultats. Alors, la validation du modèle de mission, ça, je pense que c'est le cœur même de l'activité de l'OTI. C'est déjà de vérifier la cohérence d'ensemble. Est-ce que la raison d'être est en adéquation avec les objectifs statutaires et l'activité de l'entreprise? Ensuite, c'est d'apprécier également la cohérence entre les actions qui sont mises en œuvre et les objectifs statutaires ou les objectifs opérationnels. Et puis, bien évidemment, c'est pouvoir poser un jugement sur les objectifs retenus. S'agit-il d'objectifs atteignables, ambitieux, inaccessibles, etc. Et puis enfin,
c'est le respect ou le non-respect de ces objectifs statutaires en vérifiant que les actions qui ont été mises en place sont suffisantes pour justifier leurs atteintes. Et puis si effectivement ces objectifs ne sont pas atteints, quelles sont les circonstances éventuelles qui peuvent les justifier. Alors, sur l'audit sur le rôle du comité de mission, il s'agira pour l'OTI évidemment de prendre connaissance de la composition du comité de mission et de voir si effectivement cette composition elle est en adéquation aussi avec la raison d'être et les missions statutaires. De vérifier la fréquence des réunions, la participation effective des membres du comité. Est-ce que ce comité, de vérifier également si les membres de ce comité se sont réellement appropriés les enjeux de l'entreprise, et puis de mesurer quelle est la contribution de ce comité de mission à l'élaboration du rapport de mission. Et ensuite, avant-dernière étape, c'est la vérification de l'exécution. Donc, l'organisme tiers indépendant va vérifier l'existence de mesures de résultats et également pouvoir apprécier s'il y a une anticipation de ces résultats à court, moyen et long terme. Il a également examiné les procédures de mesure de ces résultats et pour chaque objectif, il va essayer de voir si les moyens qui seront affectés à ces objectifs, que ce soit des moyens financiers ou non financiers, sont compatibles avec effectivement l'objectif au regard de l'évolution également des affaires de l'entreprise. Voilà, l'OTI pourra également demander tout document relatif à la procédure de définition de la mission, ainsi que tous les documents qui sont relatifs aux actions qui sont mises en œuvre, aux moyens financiers affectés, et puis tous les documents également qui permettent de connaître quelle gouvernance et quelles ressources sont associées à la mission. Ensuite, la dernière étape, c'est la vérification des moyens. Donc là, il s'agit de moyens et des ressources qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les activités de l'entreprise, les objectifs, les projets, les actions. Et là, il est nécessaire de se poser effectivement quelques questions. Est-ce que, d'une part, les actions qui ont été mises en place contribuent réellement à la mission globale de l'entreprise? Est-ce que pour chaque objectif, des actions ont été identifiées, des ressources allouées, que le management est impliqué dans ces objectifs? Est-ce que des indicateurs ont été fixés pour chacun de ces objectifs? C'est également quels indicateurs de pilotage ont été mis en place, et est-ce que vérifier effectivement si aussi ces indicateurs sont vraiment liés à la mission. Et ensuite, il y a des questions aussi qui sont très importantes, c'est de valider si il y a une appropriation effectivement de cette mission, de cette raison d'être et de cette mission par les salariés. Est-ce que les salariés ont véritablement conscience qu'il y a un lien entre leur activité quotidienne et la mission de l'entreprise? L'appropriation également du sujet par le management et son degré d'implication dans cette mission et dans la gestion de l'entreprise pour cette mission. Et puis, on va vérifier également la mobilisation des parties prenantes, que ce soit en termes de contribution à certaines actions, de communication ou d'animation de la communication de cette communauté des parties prenantes. Alors, l'avis de l'OTI devra mentionner la preuve de son accréditation, les objectifs et le périmètre de la vérification, les diligences qui ont été mises en place, rapports consultés, entités ou personnes rencontrées, et puis une appréciation devra être donnée pour chaque objectif mentionné dans les statuts, avec les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif,
avec une mesure effectivement des résultats, si possible de manière quantitative, et puis l'adéquation des moyens qui sont mis en œuvre, pour atteindre ces objectifs. Et puis, bien le cas échéant, voilà, l'existence de circonstances extérieures qui pourraient justifier la non-atteinte, le non-respect de certains objectifs. Et puis, l'avis, bien évidemment, va intégrer une conclusion motivée de l'ETI, spécifiant si effectivement la société respecte son objectif, si la société ne respecte son objectif, ou bien évidemment, c'est impossible de conclure. Donc en fait, là, on a un petit arbre décisionnel que je trouvais, voilà, qui résume assez bien les choses. C'est voilà, la première question, c'est de savoir si effectivement sur la validation des objectifs, des moyens suffisants ont été mobilisés pour l'atteinte de l'objectif. Eh bien, si c'est le cas, il faudra vérifier si tous les objectifs opérationnels ont été atteints. Et si oui ou non, si effectivement l'objectif statutaire est respecté, ou si voilà, il existe des circonstances extérieures qui justifient la non-atteinte de ces résultats. Et puis, bien évidemment, le dernier cas, si effectivement les moyens n'ont pas été mis en œuvre, est-ce que les objectifs opérationnels ont tout de même été atteints, voilà, avec les deux conclusions possibles, donc de non-respect ou d'impossibilité de conclure. Une petite slide sur les conséquences si l'entreprise ne remplit pas ses missions. Alors, il peut y avoir effectivement une procédure de retrait de la qualité de société à mission qui peut être engagée auprès du tribunal de commerce compétent. Donc, ce tribunal de commerce peut ordonner au représentant légal de la société de supprimer toute mention société à mission dans tous ses actes, dans tous ses supports de communication, papier, électronique. Et cette procédure, elle peut être engagée par le ministère public ou toute personne intéressée. Et cette suppression, bien évidemment, elle va nécessiter une nouvelle formalité modificative voilà, sur le site du guichet unique des formalités des entreprises. Donc, les sanctions, elles restent, le risque est, voilà, les sanctions restent voilà, assez modérées, et le risque pour une société à mission qui ne respecte pas ce statut, il est uniquement réputationnel. Voilà, et là, il nous reste 10 minutes. Je voudrais juste, excusez-moi, j'ai un petit souci. À moins qu'il y ait des questions, d'ailleurs, on peut, avant, effectivement, Ambroise, si tu as des questions. Il n'y a pas de question, il y avait juste une remarque sur un problème de son, mais j'ai pas eu d'autres remarques. Donc, à mon avis, le problème doit venir plutôt de vous, Madame Rotior. Il y a, je pense, une question qui est en cours de rédaction, mais je ne l'ai pas encore en totalité. D'accord. Donc voilà, je reviendrai vers toi, Géraldine, si j'ai des questions. Ok, c'est parfait. Alors, je vais finir par une illustration d'une société à mission qui est la société Aigle. Voilà, pour vous donner un petit peu un exemple, une illustration d'une société à mission. Aigle, vous connaissez certainement cette société, vous avez certainement porté de ses produits. Elle est surtout connue pour ses bottes en caoutchouc qui sont d'une durabilité incroyable. Et voilà, c'est bientôt la saison des champignons, donc il va falloir aller acheter des bottes Aigle. Donc cette société, c'est une société française qui a défini sa raison d'être, que je trouve assez jolie d'ailleurs, qu'il a défini comme permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas. Et là, quand on parle d'empreintes autres que celles de ses pas, c'est bien évidemment l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone. Les objectifs statutaires de la société Aigle, ils sont de mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l'économie circulaire, à la protection de l'environnement auprès des clients et leur donner la possibilité d'agir à leur niveau. C'est de concevoir des produits durables, privilégiant des matières premières recyclées ou certifiées par des organismes reconnus. Et c'est de participer et soutenir des initiatives de protection de l'environnement,
préservation des forêts, de la biodiversité et des aigles, bien évidemment. Et puis d'encourager et de favoriser les comportements écologiques des collaborateurs en adaptant les lieux de travail, l'organisation du travail, et sensibiliser bien évidemment parallèlement à la protection de l'environnement. Et enfin, c'est de recourir à des fournisseurs qui garantissent leur conformité aux principes du Global Compact des Nations Unies. Donc ça, c'est effectivement les objectifs statutaires de la société X sont en grande partie effectivement en grosse majorité des objectifs environnementaux, sauf le dernier, qui intègre aussi une partie environnementale. Mais voilà. Avec un comité de mission qui est constitué de plusieurs personnalités. Elisabeth Laville, qui est présidente d'Utopie, qui est une société de conseil spécialisée dans l'impact, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs. Un actionnaire, Yann Arthus Bertrand, que je n'ai pas besoin de présenter, qui représente donc l'association Good Planet. On a également la CEO d'une structure qui s'appelle La Caserne. La Caserne, c'est un lieu de transition, enfin un lieu d'animation, de coworking et de travail pour toute la communauté qui travaille sur la mode et la transition vers une mode durable et vers une mode centrée sur l'économie circulaire. On a Pierre-François Lelouet qui, lui, c'est une agence de communication communication de marque qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est marque durable. Et puis Guillaume Gibault, qui est le fondateur du slip français que je ne présente pas. Et puis, bien évidemment, la VP Brand et Marketing d'Aigle. Là, la composition de ce comité de mission. Et je voudrais juste, avec les deux dernières slides, illustrer quelles sont les actions qui ont été mises en place pour certaines de ces actions, je n'ai pas pu toutes les reprendre, qui permettent effectivement de contribuer à ces objectifs de mission. En vous donnant quelques exemples, alors la sensibilisation collective, c'est par exemple la mise en place d'un guide Aigle qui a été développé avec Lonely Planet et qui va encourager le voyage responsable à travers la France, ou c'est la mise en place également pour les clients d'un programme de fidélité communautaire et engagé et qui permet notamment de financer certains projets d'énergie solaire, ou c'est le développement d'un MOOC, par exemple, avec le centre Pompidou sur l'art et l'écologie, qui est soutenu financièrement de façon significative par la société Aigle. La société Aigle est très, effectivement, aussi impliquée dans la gestion des déchets. Elle garantit aujourd'hui que 100% des déchets de son siège social sont triés et valorisés, et que son site industriel souhaite tendre effectivement vers une augmentation constante du recyclage de ces déchets. Donc il y a une mesure là vraiment quantitative sur chaque année quelle est la quantité de déchets, donc qui constitue un des KPI de la société Aigle. C'est également l'utilisation d'emballages recyclables avec l'utilisation de pochettes e-commerce en carton recyclé ou de sacheries en boutique qui sont certifiées FSC, forêt durable, ou PEFC, donc de forêts qui sont gérées de façon durable. Ce sont des actions également de préservation de la biodiversité. La société Aigle s'est engagée financièrement auprès de la Ligue de protection des oiseaux. On a même quantitativement, c'est qu'en 2022, la société Aigle a permis de secourir 17 aigles dans des centres de soins. La mission, effectivement, concernant les droits humains, elle s'est concrétisée par
la mise en place d'une charte éthique qui est signée aujourd'hui par 86% des fournisseurs de rang 1 de l'entreprise, avec un objectif aussi de progression d'atteindre 100% de fournisseurs qui donc valident cette charte éthique qui vise donc à promouvoir les droits humains, les droits du travail, les droits environnementaux et également la lutte anticorruption. Et au niveau de l'activité de l'entreprise, eh bien, la société s'engage à produire durable et responsable. Alors, Aigle déjà produisait durable. Hein. Vous avez une paire de bottes Aigle, généralement, vous la gardez une bonne partie de votre vie. Donc, il y a une grosse emphase sur la production de produits éco-responsables, sachant qu'effectivement, cette production, la définition, alors c'est une définition interne, c'est pour qu'un produit soit éco-responsable, il faut que sa fabrication soit française et que sa matière première soit composée à minima de 50% de fibres responsables. Pour un produit qui est rembourré, eh bien là, on atteint 100% de fibres responsables. Et là, donc, il y a une mesure effectivement de cette part de produits responsables vendus par l'entreprise. Et par exemple, sur la saison automne-hiver 2022, eh bien c'était 50% des produits Aigle qui étaient des produits éco-responsables. L'objectif également, c'est de réduire la pollution en éliminant effectivement tous les polymères fluorés qui, on le sait, sont très nocifs pour l'environnement et de substituer à ces produits toxiques des perlants qui sont plus écologiques. Et puis, ça, c'est un… Oui. Je me permets parce qu'on va bientôt arriver à midi et on s'est engagé de terminer à midi. J'ai des questions qui sont arrivées, donc peut-être je te donne d'accord, ok. Et juste pour finir, c'est la dernière track, c'est effectivement c'est de mettre en place toute une politique d'économie circulaire en essayant de favoriser la réutilisation de ces bottes en seconde main, en participant à des campagnes, en mettant en place des ateliers de réparation dans ces magasins ou en faisant une collecte systématique des produits utilisés en fin de vie. Et j'ai fini. Voilà, je voulais vraiment illustrer parce que je pense que les illustrations sont importantes également et je suis à votre écoute pour les questions. Sur la première question, quel est le niveau d'assurance des conclusions de l'OTI? Alors, je ne pourrais pas répondre, je n'en sais rien. Je pense qu'on est sur une assurance limitée, mais ce n'est pas quelque chose effectivement qui est abordé dans le guide méthodologique, par exemple. Là, je pourrais pas, je donne mon joker, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas. Parce que ça n'est pas, il n'y a pas d'indication aujourd'hui sur effectivement cette notion d'assurance limitée ou d'assurance raisonnable. Deuxième question, que faire quand à la lecture de la mission on ne devine pas l'activité de l'entreprise? Que faire quand à la lecture de la mission on ne devine pas l'activité de l'entreprise? Alors, si la mission ne correspond pas à l'activité de l'entreprise, je pense que la personne dit à la lecture de la mission, donc c'est plutôt la manière dont c'est formulé, on ne devine pas c'est quoi l'activité de l'entreprise. Alors, c'est pour la raison d'être ou pour la mission? C'est écrit mission, à la lecture de la mission. Peut peut-être effectivement préciser sa question. Ouais, donc c'est Magali Pawlowski. Donc si vous voulez préciser votre question, peut-être dans le chat, je pourrais le lire à voix haute pour tout le monde ensuite. Si l'entreprise est soumise au rapport de durabilité, est-il intéressant d'avoir aussi la qualité de SAM? Alors, qu'est-ce que signifie SAM? Excusez-moi. Ah, société à mission, excusez-moi. Alors, excuse-moi, Ambroise, est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr. Si l'entreprise est soumise au rapport de durabilité, est-il intéressant d'avoir aussi la qualité de société à mission? Alors, ça, c'est vraiment un souhait de l'entreprise. Ça
ça, c'est quelque chose de véritablement volontaire. Si l'entreprise souhaite acquérir ce statut parce que pour des raisons effectivement de vision long terme, je dirais, enfin, on ne peut pas dire oui ou non. Enfin, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Et si la société veut inscrire aussi son activité dans une mission d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. On a dans les sociétés à mission, il y a quand même une vision d'intérêt général, d'intérêt collectif, qui est beaucoup plus prégnant que dans une société classique qui adopterait une démarche RSE. Là, c'est une véritable, voilà, c'est une véritable volonté de l'entreprise, voilà, d'inscrire son activité dans une mission d'intérêt général et dans une mission long terme avec des critères sociaux et environnementaux. Je reviens sur la question par précédente. exemple, dans le cas d'Aigle, ils sont société à mission, ils ont mis en place une démarche RSE également, ils ont des indicateurs, ils sont soumis à la déclaration de performance extra-financière et bientôt à la CSRD. Après, il est possible de tout cumuler. C'est une question c'est une question de moyens aussi, et puis une question de volonté de l'entreprise et d'affichage aussi de l'entreprise. Je reprends et on terminera là-dessus. La précédente question qu'on avait du mal à saisir. Donc Magali nous précise, quand on lit la mission, raison d'être et objectif statutaire, et qu'on ne comprend pas l'activité, le secteur, que doit faire l'OTI? Alors, quand on a la raison d'être et les missions et qu'on ne comprend pas la mission, Non, qu'on ne comprend pas l'activité, le secteur. Moi, de ce que je comprends de cette question, oui. c'est de se dire que si la mission, elle est très large ou très évasive dans la manière de formuler, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que la mission ne révèle Ah pas oui, tout? d'accord. Si on a des C'est quoi le missions très secteur d'activité? généralistes, il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose de volontaire là aussi. Donc, il peut être, je pense, pour l'OTI, ça peut être l'occasion effectivement de redéfinir, de préciser les missions et de les adapter, de les mettre plus en équation avec les activités de l'entreprise. Je suis assez d'accord que, par exemple, la mission de Danone, n'importe quelle entreprise de l'agroalimentaire, par exemple, pourrait s'en saisir. Il n'y a aucune règle là-dessus. Moi, j'aurais tendance à conseiller effectivement, et on le voit par exemple, Aigle, où la raison d'être comme les objectifs, il ne faut pas que ça soit trop précis, parce que si c'est trop précis, ça ne va pas intégrer les évolutions de l'entreprise, mais ça ne doit pas être trop large non plus, parce que voilà, on est sur du tout venant et on peut mettre à peu près n'importe quelles actions dans l'objectif statutaire. Donc ça peut être effectivement quelque chose, une question qui peut être, en tout cas une réserve qui peut être mise par un OTI sur voilà, ce côté un peu trop large des missions et cette incompréhension de la mission par rapport à l'activité de l'entreprise. Allez, il est l'heure de refermer ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour ceux qui ont été les plus fidèles. Ça veut dire que peut-être qu'on suivi les 6 épisodes, les 6 webinaires. Dans tous les cas, on va bientôt créer une page dédiée à la RSE sur le site de la CRCC. Vous y retrouverez ces 6 webinaires. Nous sommes en train aussi de rédiger des livrets qui sont vraiment dans le prolongement de ces webinaires. Donc, vous allez avoir tout un tas de ressources, si je peux m'exprimer comme ça, qui vont vous aider dans votre développement autour de la RSE. Donc, on continuera à vous informer, notamment via les newsletters de la CRCC. Géraldine, merci beaucoup. Merci à vous et j'étais vraiment ravie d'animer ces 6 webinaires et je ne peux que vous encourager à poursuivre votre compréhension, votre connaissance de la RSE, de l'audit, de durabilité. Parce qu'effectivement, je pense que voilà, c'est une mission, ce sont des missions qui sont très intéressantes et ce sont des missions très importantes pour notre société, pour notre planète. Voilà. Et merci à toi, Ambroise, voilà, de m'avoir accompagné également au cours de ces 6 webinaires. Je vous souhaite un bon appétit. Je reste à votre disposition aussi. J'ai eu quelques questions entre les 2 webinaires, donc vous pouvez transmettre aussi vos questions
à Ambroise. Voilà, et j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines heures ou prochains jours. Je vous souhaite un bon appétit et puis une très bonne journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.